Selon le vocabulaire d'Ars Industrialis, la prolétarisation désigne le fait, pour un individu, de perdre un savoir, de subir un désapprentissage dans le rapport qu'il entretient avec un procédé technique. Par exemple, lorsque nous utilisons un navigateur GPS, le système peut nous permettre de découvrir des régions inconnues de nous et de nous enrichir, mais nous pouvons aussi nous laisser complètement téléguider par l'appareil, au point que l'on ne sache plus où l'on se trouve et que nous ne parvenons plus à nous orienter ou nous faire perdre notre capacité à lire une carte. C'est Socrate qui aurait le premier reconnu ce phénomène de désapprentissage dans le rapport que les anciens Égyptiens entretenaient avec l'écriture. Dans le dialogue Phèdre, il fait se rencontrer le dieu Thoth, inventeur des techniques de calcul et de l'écriture, et le roi Thammuz. Roi, cette science rendra les Égyptiens plus savants et facilitera l'art de se souvenir, car j'ai trouvé un remède pour soulager la science et la mémoire. Très ingénieux, Thoth. Tel homme est capable de créer les arts, et tel autre est à même de juger quel lot d'utilité ou de nocivité ils conféreront à ceux qui en feront usage. Et c'est ainsi que toi, père de l'écriture, tu lui attribues par bienveillance tout le contraire de ce qu'elle peut apporter. Elle ne peut produire dans les âmes, en effet, que l'oubli de ce qu'elles savent en leur faisant négliger la mémoire. Parce qu'ils auront foi dans l'écriture, c'est par le dehors, par des empreintes étrangères, et non plus du dedans et du fond d'eux-mêmes, que les hommes chercheront à se ressouvenir. Tu as trouvé le moyen, non point d'enrichir la mémoire, mais de conserver les souvenirs qu'elle a. Tu donnes à tes disciples la présomption qu'ils ont la science, non la science elle-même. Quand ils auront en effet beaucoup appris sans maître, ils s'imagineront devenus très savants, et ils ne seront plus pour la plupart que des ignorants de commerce incommodes, des savants imaginaires au lieu de vrais savants. Pour Platon, le savoir véritable est essentiellement ce dont les individus peuvent se ressouvenir physiquement eux-mêmes. Socrate aurait été plus nuancé, précisant que ce n'est pas l'écriture elle-même qui produirait l'oubli, mais la pratique dont il en serait fait. Il dira plus loin à Phèdre. Il est donc parfaitement clair qu'il n'y a rien de mal à écrire des discours. Que répondre ? Ce qui me paraît mal, ce n'est pas de discourir et d'écrire bien, mais de discourir et d'écrire mal. Cela est clair. Mais qu'est-ce qu'écrire bien ou écrire mal ? Faudra-t-il, mon cher Phèdre, examiner là-dessus Lysias ou quelqu'un de ceux qui ont écrit ou qui écriront des ouvrages sur la politique ou sur des sujets particuliers, soit en vers, comme le poète, soit en style libre, comme le prosateur ? S'il le faudra, quel peut être le but de la vie, sinon ses jouissances ? Ainsi, la lutte qui opposera Socrate aux sophistes se situe dans le bon usage qu'il ait fait des techniques du savoir et de l'écriture en particulier. La philosophie, l'amour du savoir, apparaît comme la possibilité d'établir des thérapeutiques pour les pharmacas, c'est-à-dire des méthodes qui dictent les bonnes pratiques des techniques du savoir, dans une lutte contre leurs effets prolétarisants. L'histoire présente néanmoins plusieurs vagues de prolétarisation massive. La première fut la prolétarisation des ouvriers, lors de la Révolution industrielle. Avant le machinisme industriel, les employés des manufactures mettaient en œuvre un savoir-faire dans la fabrication et avaient la possibilité de faire évoluer ces pratiques ou d'inventer de nouveaux outils. Avec l'introduction des machines à vapeur, ils ont dû progressivement se plier aux procédures des lignes de fabrique, dont le fonctionnement était en grande partie automatisé. Cette aliénation au mécanisme permit de forts gains de productivité, mais provoqua la désindividuation des employés, leur prolétarisation. Ils n'avaient plus à posséder de savoir-faire singulier pour être employés et ils devinrent interchangeables. Ils pouvaient même être avantageusement remplacés par leurs femmes et leurs enfants. Cette évolution fut accentuée au XXe siècle par la taylorisation ou organisation scientifique du travail. L'invention du travail à la chaîne, par exemple,
permis de poursuivre les gains de productivité des entreprises, mais systématisa la prolétarisation des employés, de plus en plus désindividués par des tâches sans savoir ni savoir. Une seconde vague de prolétarisation massive a alors démarré, d'abord aux États-Unis dans les années 20, puis en Europe dans les années 50. Pour écouler le surplus de production, les grandes firmes développèrent le marketing, qui avait pour but de suggérer inconsciemment des comportements aux citoyens et de leur faire adopter toutes sortes de produits de consommation nouveaux. Supporté par les médias de masse et notamment par la télévision, le marketing est devenu l'élément principal de manipulation des individualités et de conformation de la société. On trouve aujourd'hui par exemple sur YouTube Les 22 lois immuables du marketing. Première partie. Jack Trout et Al Ries ont édité l'ouvrage Les 22 lois immuables du marketing que tout marketeur devrait connaître par cœur. Voici les 11 premières lois. 1. La loi du premier. Mieux vaut être le premier que le meilleur. C'est plus difficile de convaincre les gens qu'on est meilleur lorsqu'on est deuxième. Les gens ne se souviennent que du premier. Vous souvenez-vous du nom du deuxième homme qui a marché sur la Lune ? 2. La loi de la catégorie. Si vous n'êtes pas le premier de votre catégorie, créez-en une nouvelle dans laquelle vous serez le premier. Autrement dit, créez ou inventez votre propre canot que vous occuperez seul, le premier. 3. La loi de l'esprit. Ce qui compte, c'est d'être le premier dans l'esprit des clients. Il est préférable d'occuper la première place dans l'esprit des gens que d'être premier sur le marché. Une fois que les gens auront la croyance que vous êtes le premier, ils ne la remettront plus en cause. Luttez pour être premier dans la tête de vos clients avant tout. 4. La loi de la perception. Le marketing est une bataille de perception, pas de produit. Perception est égale à réalité. Tout le reste n'est qu'illusion. Ce que votre client perçoit est réel à ses yeux. 5. La loi de la convergence. Focalisez vos activités sur une chose, une seule. Le concept le plus fort consiste à s'approprier un mot dans l'esprit du client, un seul. Les meilleures marques parviennent à préempter un mot à tel point qu'ils deviennent des noms communs. Pensez au scotch ou au sopalin par exemple. 6. La loi de l'exclusivité. Deux marques ne peuvent prétendre au même mot dans l'esprit des clients. 7. La loi de l'échelle. La stratégie que vous adoptez dépend de votre position sur l'échelle mentale de vos clients. Pour chaque catégorie de produits, les gens ont une échelle ou une hiérarchie en tête. Ils y classent ainsi les marques et leurs attributs. Pensez aux voitures et à l'échelle mentale que vous avez d'une voiture bon marché et d'un modèle cher. 8. 22. La loi des moyens. Sans moyens adéquats, aucune idée ne peut réellement décoller. Il vous faudra des moyens financiers pour entrer dans la tête du client et y rester. Et effectivement, depuis une quarantaine d'années, dans le simple but de subsister ou pour augmenter les marges des actionnaires, les entreprises du monde entier se livrent une concurrence acharnée et dépensent des milliards pour capter l'attention des consommateurs. Il s'agit d'user de toutes les techniques de manipulation pour occuper les esprits, modifier les désirs, transformer les volontés. Toute la population est visée, et les plus jeunes en particulier. Il faut produire pour vendre, pour produire à nouveau. Mais ce faisant, les entreprises ruinent nos environnements, surexploitent les employés et détruisent les capacités attentionnelles des individus, ce qui est peut-être le pire. À force de rationalisme économique, le système est devenu complètement irrationnel. Every day, more people enjoy their music on the iPhone than any other phone. Les 1000 messages publicitaires que nous percevons chaque jour nous détournent de nos objets normaux d'attention que sont les amis, les savoirs et les arts. C'est-à-dire que nous n'avons plus le loisir d'accéder à ce que Freud appelle le processus de sublimation de nos pulsions.
le fait que nous sachions détourner les pulsions de leur but. Ainsi, ce sont les narcissismes primordiaux qui s'érodent, c'est-à-dire l'estime que l'on se porte à soi-même et qui nous permet de supporter nos existences. Il est de plus en plus difficile dans ces conditions de poursuivre nos processus d'individuation, et la dinguerie a le vent en poupe. Ars Industrialis l'affirme depuis longtemps, la surexploitation du temps de cerveau disponible petit à petit nous épuise, il en va de la bonne santé mentale des sociétés. Les passages à l'acte absurdes et terrifiants qui émaillent les faits divers depuis une vingtaine d'années sont pour nous tout à fait symptomatiques de cette dénotisation, c'est-à-dire de la destruction des esprits provoquée par une société qui réduit tout à un calcul de plus-value. Les tueries collectives se multiplient étrangement là où la consommation est la plus importante. Elles sont produites par des êtres suicidaires qui ont perdu le sentiment d'exister, ce qui peut nous arriver à tous. Tant que la société occidentale n'offrira pas les moyens de redonner du sens à nos existences, tant qu'elle n'ouvrira pas d'autres perspectives que la guerre économique de tous contre tous et la prolétarisation des citoyens, les jeunes Européens se radicaliseront dans des fantasmes mortels, la drogue, le djihadisme ou les mouvements d'extrême droite, ce qui offre un cocktail pour le moins explosif. Un compagnon de la vie des gens. Cette appli qu'on a créée, elle va analyser mon contexte. Donc là, elle détecte que je suis dans un café, que dans mon calendrier, juste après, j'ai un rendez-vous avec Mickaël, qui est un de mes cofondateurs, et que d'habitude, quand je vais à mes rendez-vous, je prends ou bien un taxi, ou bien le métro. Et donc là, par exemple, elle me dit, rendez-vous avec Mickaël dans une demi-heure, si tu veux prendre un Uber, un taxi, clique ici, et automatiquement, ça me le book. Et je n'ai rien eu besoin de faire. Et en fait, la véritable beauté de ce genre d'approche, plutôt que de proposer un service, on essaie en fait de proposer littéralement un cerveau de poche qui va comprendre et rendre toutes les autres applications et objets connectés de l'individu capables de s'adapter à son mode de vie. Donc en fait, il faut le voir littéralement comme un point d'entrée qui, au fur et à mesure du temps, s'améliore et est capable de comprendre et d'anticiper ce qu'on cherche à faire pour automatiquement nous montrer la bonne information au bon moment. Mais pour fonctionner, cette application doit pouvoir accéder à notre localisation, notre agenda, nos habitudes de vie, qui sont autant de données personnelles et privées. Si ces données sont accessibles à Randindi, elles le sont à tous. Elles peuvent donc être exploitées à des fins commerciales et permettre de surveiller les consommateurs à leur insu. La protection des données privées, justement, c'est le combat de Philippe Pucheral, chercheur et enseignant à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Or, nous vivons le développement des technologies numériques, qui est un changement complet des supports de tous les systèmes sociaux. La numérisation de la société modifie à nouveau, très profondément, non seulement les appareils de production, mais aussi les industries culturelles et relationnelles. Il est impossible ici d'évaluer l'ampleur de ces bouleversements. Nous pouvons cependant craindre que la puissance de ces technologies, les nouveaux pharmacas, ne fasse qu'aggraver encore les processus de prolétarisation qui sont en cours aujourd'hui. D'une part, on prépare des algorithmes pour scruter les actes d'achat des internautes et tenter de contrôler leur avenir, notamment leurs achats. D'autre part, des automates de plus en plus performants pourront être employés pour réaliser des tâches de plus en plus complexes de conception et de prise de décision. Ils agiront comme des pharmacones qui apporteraient a priori plus d'intelligence, comme le pensait Teut, mais en même temps donneront la possibilité à l'utilisateur de devenir de plus en plus bête. Il est suicidaire de confier aux entreprises privées le libre cours de ces développements, car elles n'auront pour objectif que de maximiser les profits immédiats, sans tenir compte des effets négatifs qu'ils généreront par ailleurs inévitablement. Nous pensons que la numérisation de la société rend nécessaire l'établissement d'une politique publique cohérente et rationnelle. C'est d'autant plus vrai qu'avec le numérique, le nombre d'emplois salariés va chuter. Tous les analystes s'accordent pour prévoir l'automatisation d'un grand nombre d'emplois et qui pourrait conduire à une explosion du chômage et à une catastrophe économique et sociale si cette problématique n'est pas sérieusement prise en compte.
Selon nous, la fin annoncée du système de rémunération par l'emploi salarié est l'occasion pour réformer le modèle économique consumériste qui nous plonge de toute façon dans le chaos. Il est nécessaire d'envisager un nouveau modèle économique qui ne se focalisera plus sur la consommation des individus, mais sur leur capacité à contribuer à la bonne marche de la société. Ce modèle n'aura plus pour conséquence la destruction des savoirs, mais au contraire leur croissance. Il est basé sur la déprolétarisation des consommateurs et leur capacité à devenir des contributeurs. Un contributeur met en œuvre des processus de sublimation. Il constitue ainsi son processus d'individuation psychique et participe à l'individuation collective. La richesse d'une nation ne se mesure pas à la croissance de son PIB, mais dans la capacité de rendre ses citoyens acteurs de la vie politique. C'est ce que nous développerons dans une prochaine vidéo à propos de l'économie contributive.